Sunday Night Production. Depuis notre plus jeune âge, nous nourrissons une soif d'exploration et du goût de l'interdit. Comme si nous avions besoin de jouer avec les règles pour nous développer et aller de l'avant. En grandissant, certaines personnes ressentent le besoin de jouer avec leurs limites, quand d'autres cherchent à tout prix à savoir ce qui se cache derrière la porte où il est inscrit « Défense d'entrée ». Le but reste le même, faire sauter nos frontières invisibles qui conditionnent nos vies et notre conception de la réussite et du bonheur. Car transgresser, c'est avant tout refuser d'admettre que quelque chose est impossible. Raphaël a le goût du risque et la passion du marathon. Pour lui, la course à pied est avant tout un moyen de rencontrer de nouvelles personnes et d'explorer des cultures lointaines. Il ne court pas et ne voyage pas pour échapper à la vie, mais pour que la vie ne lui échappe pas. J'ai toujours été passionné par le voyage et la course à pied, notamment grâce à mes parents qui m'ont donné cette passion. Depuis tout petit, ils m'ont fait voyager en Amérique du Nord, du Sud, un petit peu sur tous les continents. Et par la suite, j'ai rajouté le sport, qui est une vraie passion. Et depuis une dizaine d'années, tous les ans, j'essaie de faire un marathon en France ou à l'étranger pour à la fois allier le voyage et la course à pied, qui sont mes deux passions. En septembre 2017, je cherchais un nouveau défi à réaliser pour l'année d'après, en 2018. Et j'ai tapé sur Internet marathons originaux à faire à travers le monde. Et je suis tombé par hasard sur un article Internet qui parlait du marathon de Pyongyang en Corée du Nord. Le marathon de Pyongyang en Corée du Nord a tout de suite attisé ma curiosité pour plusieurs raisons. Déjà car c'est l'une des dernières dictatures plus ou moins assumées que tout le monde connaît, un pays plutôt fermé, mais pas si fermé que ça, car quand on fait des recherches, en fait, ils sont pour faire venir des touristes et que les touristes apportent des devises, toutes devises d'ailleurs, ils acceptent toutes les devises. Ils venaient d'ouvrir le marathon depuis 3 ou 4 ans aux étrangers, donc je me suis dit c'est vraiment le bon moment d'y aller au début, de découvrir, si on peut dire par moi-même, ce pays et ce que l'on me montrera de ce pays. Et je ne sais pas pourquoi, ça m'a attiré tout de suite. J'ai fait toujours plus de recherches. Il faut savoir qu'en 2017, le contexte était relativement explosif entre les USA et la Corée du Nord, et notamment suite à un Américain qui est parti là-bas et qui n'aurait pas respecté certaines règles et qui est décédé une semaine après être revenu aux États-Unis. Donc ça a été un peu le début des hostilités entre les deux pays. Et en fin d'année, Kim Jong-un a fait des tests de missiles pour provoquer toujours un petit peu plus le monde et notamment les Américains. Ensuite, dans la chronologie, j'ai attendu avant de prendre mes billets car en janvier 2018, il y avait les Jeux Olympiques en Corée du Sud avec pour la première fois une alliance entre le Nord et le Sud. Je me suis dit personnellement que ça allait peut-être un peu calmer les esprits de tout le monde. Et en effet, après ces Jeux Olympiques, le contexte s'est apaisé un petit peu. Donc je pense vraiment que c'était un contexte, c'était vraiment la bonne année entre guillemets pour y aller et découvrir ce pays. Courir un marathon à l'étranger et encore plus en Corée du Nord, c'est pas une décision facile à prendre. Il y a des risques, il faut pas les oublier. Pour ma part, j'avais les deux sentiments. À la fois, j'étais serein car je me dis que s'il y a un voyage organisé, c'est que on doit nous ramener sains et saufs. Donc, on va dans l'inconnu et on se laisse guider. Quand j'ai pris la décision de partir en Corée du Nord courir le marathon, j'ai été face à plusieurs réactions. Alors, mes parents et ma sœur qui ont beaucoup voyagé dans des pays un peu de partout dans le monde, eux étaient vas-y fonce, il n'y a pas de souci. En revanche, quasiment tous mes amis m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit mais pourquoi tu vas là-bas, c'est une dictature, tu ne reviendras pas. Surtout avec le contexte qu'on a parlé avant qui est explosif. Mais j'ai senti qu'il fallait y aller, que c'était le bon moment. Évidemment, si l'on veut participer à cette course en Corée du Nord, on choisit pas son dossard sur Internet comme on le fait habituellement. Il faut obligatoirement passer par une agence. Je suis allé sur le site officiel du marathon et j'ai vu qu'il y avait une agence officielle reconnue par l'État nord-coréen. Ensuite, pour aller en Corée du Nord,
Il y a quelques règles, alors je ne les connais pas toutes, mais les principales sont notamment de ne pas y aller en étant journaliste, enfin en ne pas déclarant être journaliste, ça c'est pas bien vu. Il ne faut pas avoir aussi écrit des livres sur la Corée du Nord en mal, parce qu'ils n'aiment pas ça. Faut vraiment montrer carte blanche par rapport à la Corée du Nord. Il faut savoir qu'il y a plusieurs séjours. Moi, j'avais choisi le séjour de 5 jours. 3, ça me semblait court, et 10, ça faisait vraiment long, surtout sans connexion extérieure au pays. J'ai payé environ 1300 € les 5 jours, et ça, c'est sans l'avion Paris-Pékin, Pékin-Paris. Mais voilà, hébergement à Pékin la première nuit, l'hébergement sur place, la nourriture, tout ce qui est visite, voilà, tout compris, c'était 1300 avec le dossard du marathon. Une fois que ma demande d'inscription a été validée, nous avons eu un briefing la veille de partir pour Pyongyang. Et lors de ce briefing, on nous a distribué un livret de 28 pages avec ce qu'il ne fallait pas faire ou ce qu'il fallait faire en Corée du Nord. Et on nous a bien dit, lisez attentivement ce livre, mais ne le ramenez pas à Pyongyang. Laissez-le bien ou dans nos bureaux ou dans votre hôtel. Et alors je ne peux pas répéter toutes les 28 pages, mais il y avait par exemple ne pas arracher une affiche de propagande, ne pas faire des photos, ne pas faire des selfies. Si on faisait des photos des statues, etc., il fallait toujours faire les photos en entier. Il fallait pas couper les photos. Voilà, c'est toutes des petites règles qu'on n'aurait pas pensé chez nous, mais qu'il fallait respecter là-bas à risque d'avoir des problèmes. Juste avant de partir pour Pyongyang, donc nous passons une nuit à Pékin. Nous avons le briefing. Lors de ce briefing, déjà, c'est la première fois que l'on rencontre les autres personnes, les autres étrangers avec qui nous allons être. Donc nous sommes une quinzaine par groupe. Et c'est un peu l'excitation. On sent auprès de tout le monde quand on parle, il y a une sorte d'excitation. On ne sait pas où on va mettre les pieds, c'est vraiment l'inconnu. Même s'il y en avait 2 ou 3 qui avaient déjà été, ça reste une inconnue pour la plupart des personnes. Et j'ai envie de dire, c'est quand même l'excitation. Enfin, moi, ce que j'ai ressenti, c'est plus de l'excitation que de la peur. Voilà, j'étais curieux. J'avais hâte de décoller le lendemain, de prendre l'avion et d'atterrir et commencer à découvrir le pays. Après avoir passé la nuit à Pékin, donc nous embarquons le lendemain matin dans la compagnie officielle Air Koryo. Dès qu'on rentre dans l'avion, on est directement plongé dans l'univers nord-coréen de la dictature. Quand on rentre, donc vous savez, sur les écrans, généralement, je sais pas, on a la météo, on a les consignes. Là, c'était directement de la propagande avec des missiles. Sur tous les sièges, il y avait le Pyongyang Times avec tous les jours le portrait du dictateur en une. Et on nous avait bien dit, attention, les règles s'appliquent dès l'entrée dans l'avion. Le magazine, vous avez le droit de le garder avec vous, mais il ne faudra pas le déchirer, le jeter par terre, le froisser. La seule solution pour le ramener, c'est le rouler sur lui-même. Voilà un peu l'esprit. Dès qu'on rentre dans l'avion, on était plongé dans le voyage nord-coréen. Après, nous avions un petit burger. Alors, le guide nous avait dit, écoutez, on va vous proposer à manger dans l'avion. On n'a jamais su si c'était du poulet ou de la viande. Ça a un goût original, voilà. Ceux qui veulent le tester, pourquoi pas. Et c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment su ce burger, ce que c'était vraiment. Voilà, on nous propose une petite collation. Comme on est dans le voyage, on essaye, hein, on dit oui, on essaye. Mais c'était original et ça a donné le ton directement dans l'avion. Donc le vol entre Pékin et Pyongyang dure environ 2 heures et nous avons pris place à bord d'un Tupolev russe. Donc on voit bien aussi la présence russe en Corée du Nord, le soutien des Russes. Et une fois qu'on arrive sur place, c'est la deuxième expérience après avoir été dans l'avion. Donc nous sortons, il y a les douanes.
Et là, on nous avait briefé aussi, voilà. On va contrôler vos valises, on va vous demander des choses, ne paniquez pas, voilà, répondez aux questions simplement. Bien évidemment, ne pas mettre de la drogue ou je ne sais quoi dans les valises. Donc, personne n'avait envie vraiment de passer en premier, mais bon, il fallait, hein. Et donc, il faisait ouvrir toutes les valises. Moi, j'avais par exemple un ordinateur portable. Comme il n'y avait pas de connexion là-bas, je me suis dit, je vais regarder des films, je sais pas trop. Bon, j'avais pris mon ordinateur. Et d'autres avaient pris des livres. Moi, l'ordinateur, ils ont ouvert la valise, ils ont vu l'ordinateur, ils ont rien fait, ils m'ont laissé passer. Par contre, tous ceux qui avaient des livres, ils les mettaient de côté, ils faisaient semblant de regarder le livre, ils savaient pas trop ce que ça voulait dire ou pas, je pense, parce qu'ils parlaient, à part un tout petit peu d'anglais et le nord-coréen, voilà, je pense qu'ils comprenaient pas vraiment ce qu'il y avait dans les livres. Mais tous ceux qui avaient des livres étaient mis de côté et ils faisaient une tête un peu sérieuse, voilà. Ils n'aimaient pas les gens qui venaient avec des livres, notamment les Bibles étaient interdites, ou en tout cas pas recommandé de prendre avec soi, tout ce qui était religieux. Tout ce qui était sur la Corée du Nord également, mieux vaut le laisser avant de partir à Pékin. Ils essayaient un peu d'intimider, je pense, mais à l'arrivée, tout le monde est passé avec leurs livres, avec leur téléphone, avec leur ordinateur. Et après, nous avons pris place dans le bus qui allait être notre deuxième maison sur place. Une fois la douane passée, nous avons été accueillis par les guides nord-coréens. Il faut savoir que chaque groupe avait 2 guides nord-coréens, généralement un homme et une femme. Pour ma part, bon, nous avons eu l'exception, on a eu 2 femmes. Et dans le voyage entre l'aéroport et l'hôtel, c'est à ce moment-là qu'on nous a dit s'il vous plaît, d'un point de vue administratif, nous avons besoin de vos passeports. Ne vous inquiétez pas, nous allons vous les rendre. La seule chose qu'ils n'ont pas précisé, c'est qu'ils nous les ont rendus 5 jours après, juste avant de repartir. On nous prend notre passeport, on le rend qu'à la fin. On ne sait pas ce qu'ils en font pendant ce temps-là, mais c'est comme ça. Et dans le bus, au début, on voyait, on regardait un petit peu, bon, entre l'aéroport et l'hôtel, c'est un petit peu la campagne. Il n'y a rien d'extraordinaire, mais on voit quand même que il y a quasiment pas de voitures. Ça reste quand même un pays pauvre. Au début, on était tous un peu excités, mais on n'osait pas faire des photos. Voilà, le premier jour, on était vraiment en mode découverte. Une fois arrivé à l'hôtel, nous nous rendons compte déjà que c'est un hôtel qui est sur une presqu'île. Et on va bien nous dire que il n'est pas possible de sortir de la presqu'île. On a le droit de sortir de l'hôtel, mais en fait, il y aura toujours des gardes et des personnes qui surveilleront les alentours pour nous rappeler à l'ordre si on s'écarte un petit peu trop de l'hôtel. Après, l'hôtel en lui-même, c'était un hôtel pas moderne, parce qu'il était bloqué dans les années 70, je pense, niveau déco, mais on ne manquait de rien. Les chambres étaient belles et spacieuses. Nous, dans l'hôtel, je pense, exceptionnellement, nous avions la télévision avec plein de chaînes étrangères, et notamment, j'avais Euronews, je crois, donc je savais ce qui se passait à l'étranger. Et dans l'hôtel, il y avait piscine, salle de ping-pong, de billard, de bowling, de massage. Il y avait un bar, un restaurant. C'était fait pour qu'on se sente bien dans l'hôtel. Après, on nous avait mis en garde sur le fait qu'il n'y a pas d'étage 5. Quand on est dans l'ascenseur, il n'y a pas de bouton 5. Et il ne faut pas essayer de le chercher. Pourquoi ? On ne sait pas. A priori, ce serait un étage de surveillance. Ça, c'est Léon dit. Il y avait quand même cette petite restriction. Mais sinon, à part ça, l'hôtel on avait une super vue sur la ville. Il n'y avait rien à dire. Voilà. Après, on était bloqué vraiment dans les années 70. C'était le décalage, c'était rigolo, c'était intéressant. Il faut se rappeler qu'une fois qu'on a passé la frontière, nous n'avons plus de connexion internet avec les téléphones. Donc nous sommes coupés du monde. Et je pensais que voilà, j'allais regarder mes films dans la chambre le soir. Et en fait, on a très vite sympathisé avec toutes les autres nationalités. Et donc on se donnait rendez-vous au bar, au bowling. Voilà, on a profité de l'hôtel, on a sympathisé. Et je suis à l'arrivée très peu resté dans la chambre. En attendant le marathon qui était le 4e jour, l'agence nous a proposé plusieurs excursions pour découvrir la ville et les environs. Donc il y avait un arc de triomphe qui est à côté du stade dans lequel nous allions partir. Nous avons pu repérer le stade également pour voir un petit peu à quoi ça allait ressembler. Nous avons un peu plus loin après, alors la ville est
j'ai envie de dire très jolie. Elle est très colorée. Les bâtiments sont colorés. Ce sont des grandes avenues très propres. Voilà, les gens passent beaucoup de temps à nettoyer les rues. Très peu de voitures, énormément de vélos, de vieux vélos ou de personnes qui marchent à pied. Quand on se promenait dans la rue, donc on a vu le palais de l'extérieur, on a vu le palais. Et quand on se promenait dans la rue, vraiment tous les 500 mètres, il y avait des fresques de propagande des 3 dictateurs, du fondateur, du père de Kim Jong-un. Pas de Kim Jong-un par contre. Je crois qu'ils n'ont le droit que quand ils décèdent. Et en tout cas, on voit vraiment des fresques et de la propagande tous les 500 mètres. C'est vraiment très présent ça dans la ville. Ensuite, on a fait des excursions un petit peu en dehors de la ville, où là nous avons visité un musée de la guerre qui, moi, m'a impressionné de par la grandeur et la beauté, et tout en or. Enfin voilà, c'était impressionnant. Donc il y a eu ce musée. On nous a fait visiter une école où on nous montrait bien qu'ils avaient des ordinateurs, qu'ils avaient accès au sport, à la musique. Voilà, on nous a montré ce qu'on voulait nous montrer, bien évidemment. Je me souviens, ce qui m'a le plus marqué durant toutes ces visites, c'est vraiment le lieu symbolique de la DMZ, qui est la zone démilitarisée. C'est la limite entre le nord et le sud. Je pense que beaucoup de monde, sans connaître le nom, voit à peu près à quoi ça ressemble. Ce sont des petites cabanes bleues, il y en a 5 de mémoire, qui sont traversées par une ligne blanche. Et vraiment, la délimitation, c'est une ligne blanche entre le nord et le sud. Il faut savoir que quand un côté est ouvert aux visites, l'autre est fermé. Donc nous, quand on y a été du côté nord, du côté sud, il n'y avait que des militaires sud-coréens. Et voilà, c'est là-bas qu'ils avaient signé la fin de la guerre de Corée. C'est là-bas que Trump et Kim Jong-un se sont donné rendez-vous fin avril 2018 pour se rencontrer également. Voilà, c'est un lieu très stratégique, fort en symbole. Et c'est aussi là-bas qu'on a pu entendre parler que parfois il y en a qui essaient de passer la frontière. C'est une des seules frontières également pour les Nord-Coréens qui veulent s'enfuir. Juste avant que j'arrive d'ailleurs, il me semble qu'il y en a un qui avait fait le forcing et qui avait réussi à passer de l'autre côté. Et c'était justement cette zone démilitarisée. La découverte d'un pays passe aussi également par la gastronomie, surtout en étant français. Et en fait, on a été relativement déçus de la qualité. J'étais avec un ami, notamment chef dans le sud de la France, que j'avais sympathisé là-bas. Et lui, c'était le premier à me dire que vraiment, c'était infect. Beaucoup de riz, bien évidemment. On est en Asie. On nous proposait plein de plats, mais sans saveur, quoi. C'était fade. On a quand même réussi la veille de la course à demander de nous faire des pâtes. Ça, c'était exceptionnel. C'était pas prévu, mais ils ont réussi quand même ils ont accepté à nous faire ça. On nous a proposé également l'un des plats traditionnels de la Corée du Nord, c'est le chien d'élevage. Et donc, on nous a proposé ce plat. Ceux qui voulaient le manger testaient. Ceux qui ne voulaient pas, bien sûr, ce n'était pas une obligation. Ils appelaient ça sweet soup. Voilà, c'était sous forme de soupe avec des morceaux de viande. A priori, ça ressemblait à une sorte de bœuf bourguignon. Bon, voilà. Il en faut pour tout le monde. Il y en a qui ont essayé, d'autres non. On nous amenait dans des restaurants où il y avait des chanteurs ou des danseurs en tenue, on va dire, traditionnelle, très colorée, voilà. Et c'était vraiment un moment de partage avec les autres. Parce que toute la journée, voilà, on visitait, mais même si on échangeait, c'était pas la même ambiance que à table, voilà, quand on prenait un verre tous ensemble, c'était aussi souvent des grandes tablées avec les plats qu'on devait tous se passer, voilà, le partage un peu de cette culture asiatique aussi. La nourriture n'était pas exceptionnelle, mais les moments qu'on a partagés autour des repas sont vraiment des bons moments, des bons souvenirs. En ce qui concerne les locaux, les Nord-Coréens, donc nous avions 2 guides avec nous tout le temps, plus le chauffeur, mais lui ne parlait pas anglais. Les guides, eux, parlaient relativement bien anglais. Donc nous avons pu quand même poser des questions à ces guides c'était 2 femmes qui devaient avoir 25-35. Après, c'est les Asiatiques, c'est toujours un peu difficile de donner un âge, mais très, très souriantes, très ouvertes. Après, donc on a échangé un petit peu avec elles. On essayait, justement, c'était un peu les seuls avec qui on a vraiment pu parler.
On a essayé de poser des questions. Est-ce que tu peux sortir? Est-ce que tu vas parfois en Chine? Voilà. Alors elle nous disait non, j'aimerais bien, mais j'ai beaucoup de travail. Enfin, elle trouvait toujours une petite excuse pour dire poliment qu'elles étaient bien chez elles, quoi. Après, le personnel de l'hôtel, c'est pareil. Je pense que c'est vraiment une culture. Moi, j'ai retrouvé cette culture asiatique très très serviable, toujours souriant. Ils ne veulent jamais embêter personne. Si on demande quelque chose, ils vont se mettre en quatre pour nous satisfaire. Voilà, il y avait les boutiques, toutes les personnes qui géraient les activités dans l'hôtel. On essayait de parler, de rigoler, mais quand même, dès qu'on abordait un petit peu le sujet nord-coréen, ça se refermait, hein. C'était pas facile. Et en dehors, lorsqu'on sortait de l'hôtel, on parlait quasiment à personne là. Là, quand on faisait le musée de la guerre, quand on visitait le centre-ville, quand on faisait les visites, on avait un nouveau guide, comme de partout, qui nous racontait le lieu qu'on visitait. Mais alors lui, il récitait sa leçon et on ne parlait pas avec lui généralement. Il n'y avait pas beaucoup d'échanges. Donc les jours passent, la date du marathon se rapproche et la veille de la course, on nous propose d'aller faire un repérage. D'ailleurs, tous les groupes n'ont pas eu le droit à cette chance. Donc on arrive dans le stade, ils sont en train, voilà, il y a du personnel qui est en train de mettre en place la signalétique, voilà, de faire le nettoyage, etc. Je me souviens que pendant le marathon, il y avait une exhibition d'un match de foot, et donc la veille, quand on a visité le stade, une des équipes de foot s'échauffait, se repérait les lieux. Et donc on nous a expliqué, voilà, demain vous allez rentrer dans ce stade-là, vous allez faire un tour d'honneur, vous allez vous mettre sur la pelouse en ligne et je sais pas quel officiel va parler, et ensuite ce sera le début de la course. Donc on a vu le stade à l'intérieur vide et après le lendemain on l'a vu plein, et je crois que c'est à ce moment-là que l'on nous a remis le dossard de la course. Donc la veille de la course, nous avons réussi à avoir des pâtes pour le dîner du soir. Est-ce que ça marche ou pas? Ça, on saura jamais. Mais bon, voilà, on a essayé de faire les sportifs et de manger des pâtes. Ensuite, on a essayé de se coucher quand même relativement tôt parce qu'on avait quand même une journée de visite encore dans les pattes. Je sais que l'hôtel proposait des massages. J'y suis pas allé. Dès qu'on a mangé le soir, on allait se coucher relativement tôt, tous. Et moi, généralement, je prépare mes affaires pour le lendemain. Comme ça, j'aime vérifier que tout est en place. Il y a aussi toute une histoire sur les montres GPS. Est-ce qu'on a le droit de les amener? Est-ce qu'on n'a pas le droit de les amener? Est-ce qu'elles marcheront sur place comme il n'y a pas de réseau? J'avais pris la mienne. J'avais demandé à l'agence si je pouvais la prendre. On m'avait dit que oui. Donc, j'ai pris ma montre et elle a marché sur place d'ailleurs. Donc voilà, j'ai préparé mon dossard, mes affaires. Et je suis allé me coucher sereinement. Le lendemain, petit déjeuner à l'hôtel. Toujours pareil, l'excitation monte de plus en plus. Tout le monde rigole. Et on a pris part dans le bus pour aller au stade. Et alors là par contre, ça a été une vision qu'on n'avait pas eue jusqu'à maintenant. Comme je disais, généralement les villes étaient vides. Vous voyez peu de monde, peu de locaux. Alors que là, quand on est arrivé en bus à l'approche du stade, il y avait des bus et des personnes de partout. C'était une fourmilière. Le stade, il y a 50 000 personnes dans les gradins. Donc je ne sais pas comment ils sont venus et d'où ils sont venus, mais c'était une vraie fourmilière quand on est arrivé en bus autour du stade. Quand nous sommes arrivés au stade Kim Il-sung qui fait 50 000 places, donc nous sortons du bus. Et là, on se fond dans la foule en fait. Donc on nous dit bien attention, rendez-vous à tel endroit, ne nous perdons pas. Mais c'était vraiment une vraie fourmilière. Et donc on attend à l'extérieur du stade, tous ensemble. Et là, on nous explique, voilà, vous allez avoir une pancarte comme les Jeux Olympiques en fait, une cérémonie comme les Jeux Olympiques. Et nous étions derrière la pancarte amateur. Il y avait écrit amateur 1, amateur 2, amateur 3. Et donc le stade était plein, on entendait les Nord-Coréens taper, vous savez, avec les baguettes, tous ensemble. On l'a vu notamment aux Jeux Olympiques en Corée du Sud en janvier. Ils faisaient la même chose. Il y avait vraiment un son uniforme à l'intérieur du stade. C'était vraiment beau à
à écouter. Et donc après, ça a été à notre tour. Donc on était en tenue prêt à courir. Et on rentre dans le stade, on fait le demi-tour du stade de la piste d'athlétisme et on rentre sur la pelouse. Alors là, c'était rigolo parce que les Nord-Coréens, eux, étaient tous en ligne comme des militaires derrière leur pancarte. Et les étrangers, eux, c'était la pagaille. Il y avait tous les guides qui disaient essayez d'être en ligne. Mais alors, c'était une pagaille monstre. Tout le monde était avec les téléphones, filmait, faisait des photos. Ça courait dans tous les sens. C'était le vrai foutoir. Et donc, après, il y a eu le discours officiel qui a parlé un petit peu. Et ensuite, nous avons pris part à la ligne de départ, dans le stade. Il y avait donc à peu près, d'après les chiffres officiels de cette année-là, 1170 coureurs sur 4 distances, le 5, le 10, le 21 et le 42. Et il y avait 429 étrangers. Ce qui a été frappant, c'est dans la tenue des locaux, des Nord-Coréens. Ils étaient tous habillés avec des chaussures ASICS et tous avec une tenue un petit peu de... On voyait que la tenue était neuve, elle n'avait pas beaucoup servi, je pense que c'était tout fourni par l'État. Ils étaient tous dans la même tenue, ou rouge ou bleu, je crois. Couleur, je suppose, de la Corée du Nord. Vers 9h, le coup de pistolet est donné. Donc il faut savoir que sur les 5 km, il y avait pas mal d'enfants. Donc ça a couru pas mal, c'est parti assez vite. On prend tout de suite, au bout de 50 mètres, on prend le virage à droite pour sortir du stade. On arrive vers l'Arc de Triomphe qui est en dehors du stade. Et après, on prend une grande allée. C'est des grandes allées interminables en fait. C'est pas un parcours qui fait rêver de base, mais voilà, c'était des grandes avenues où tout le monde part en même temps, les 4 distances. Et donc on a tous les Coréens qui partent en premier, les étrangers un peu derrière. Et là on commence, c'est un peu le seul moment où on a une impression de liberté. Alors dans le centre-ville, vraiment sur les premiers kilomètres, il y avait un peu de monde au bord des routes. Mais après, très vite, il n'y avait plus personne et on était laissé tout seul à soi-même. Et bien qu'il y avait des militaires de temps en temps au bord de la route, voilà, moi j'en ai profité pour m'arrêter parfois et faire une petite photo de monuments, de personnes. On avait une sorte de sensation de semi-liberté sur les peut-être 5-10 premiers kilomètres. On nous avait dit commencez pas à tendre la main parce que sinon tout le monde va vouloir vous taper dans la main. Bien évidemment, tous les étrangers ont tendu la main pour taper dans la main des gens. Donc c'était très très bonne ambiance. On voyait les personnes qui, elles ne parlaient pas anglais, donc elles ne nous encourageaient pas spécialement. Elles étaient quand même sur la réserve, mais elles nous souriaient, elles nous tapaient dans la main. C'était vraiment bon enfant. Après, sur le marathon, au bout de 10 km, il n'y avait plus personne quasiment. Et on était vraiment livré à soi-même. En plus, il y avait un gros vent de face, donc compliqué. Le parcours est relativement plat. Après, c'est juste dans les derniers kilomètres, ça remonte un tout petit peu. Après, une expérience aussi à vivre durant la course. Donc bon, au niveau ravitaillement, de mémoire, c'était pas exceptionnel. On avait de l'eau, bien sûr. Par contre, c'était ma grosse crainte en tant que marathonien depuis quelques années, les toilettes. Alors ça, plus d'une personne se sont moquées de moi, mais c'est vrai que quand on a un problème, n'importe où dans le monde, au pire, si c'est la petite commission, on va contre un arbre, voilà. Là, je peux vous assurer que sur 42 km, je n'ai vu personne aller uriner contre un arbre. C'est chose que je n'avais jamais vue avant. Là, la peur est revenue peut-être, où on a bien écouté. Et donc, la veille, on nous avait, en repérage de la course, on nous avait montré 3 ou 4 points toilettes. Mais c'était pas des toilettes temporaires ou voilà. En fait, on nous disait voilà, vous voyez cette épicerie, eh bien, si vous voulez y aller à tel kilomètre, il faudra rentrer dans cette épicerie et utiliser les toilettes de l'épicerie. Au kilomètre temps après, il faudra monter dans ce bâtiment au 2e étage.
Vous serez toujours accompagné aussi aux toilettes. On ne pouvait pas rentrer n'importe où. Donc c'était très étrange. La pause toilette a été une aventure très étrange à vivre. Donc moi sur le marathon, je pars à 21 km et on revient par le même chemin. Donc il faisait plutôt frais. Généralement, on nous dit qu'il fait entre 5 et 15 degrés durant la course. Je me souviens que cette année-là, je n'étais pas du tout préparé. Je suis arrivé au bout de 4 heures sous la neige. Il y avait des flocons de neige. Et quand je suis revenu, alors pour la petite anecdote, j'ai pris une belle crampe, mais vraiment juste avant de re-rentrer dans le stade. Donc là, j'ai bien étiré, parce que je me suis dit, je vais pas faire le malin à avoir une crampe devant 50 000 personnes. Donc je me suis bien étiré, j'ai perdu peut-être 2-3 minutes pour essayer de faire passer cette crampe. Et quand je suis revenu dans le stade qui était quasiment plein encore, on fait vraiment un tour entier. Donc là, j'ai vraiment savouré, j'ai pris l'extérieur pour faire durer le plaisir et passer au plus près du public. Et voilà, on fait le tour du stade, on fait les 400 mètres et on arrive sur une petite arrivée très banale. Mais voilà, c'était un peu l'apothéose pour moi, le sportif amateur qui après 4 heures et quart d'effort, finit dans cette ambiance où tout le monde t'applaudit. En plus, j'étais vraiment à ce moment-là, j'étais quasiment le seul sur le stade. Ça a été une super aventure. On finit en apothéose avec ce marathon, avec cette sensation de 50 000 personnes qui t'applaudissent, toi, le petit Français inconnu. Voilà, c'était à en donner des frissons, quoi. Je pense vraiment me souvenir avoir eu des frissons pendant les 400 mètres du dernier tour, quoi. Ce que je retiens de cette expérience, c'est notamment la chance d'être français, d'être dans une démocratie, d'avoir accès à beaucoup de choses. On se dit, oui, c'est beau l'ouverture sur le monde, voilà, les échanges entre les pays, ça n'a pas de prix en fait. Et voilà, j'ai voulu voir de l'intérieur à quoi ressemblait une dictature. Ce voyage, je ne le regrette pas, je pense que c'était à faire. J'espère même que ce pays va s'ouvrir un jour. Mais voilà, j'ai vécu l'expérience, je pense que j'y retournerai. Dans combien de temps, je ne sais pas. Et voilà, faut pas oublier la chance qu'on a en France et chez nous, chez les Occidentaux, toutes les libertés que l'on a en France. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous, ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.